Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, l'Algérie, son gaz, son pétrole, ses immenses réserves de change et aujourd'hui une volonté de moderniser un modèle économique dépassé, celui de la rente des hydrocarbures. De grands travaux sont promis au niveau des infrastructures notamment, mais qui va donc en profiter? La France, vous le verrez, est sur les rangs. Des rues meurtries de Damas, d'Alep, de Homs, au luxe de Dubaï. De nombreux Syriens issus des classes aisées ont choisi les Émirats pour oublier l'interminable conflit qui frappe leur pays. Comment s'organise leur quotidien? Dans quel secteur font-ils des affaires? Immersion dans quelques instants. Et puis un rendez-vous en fin d'édition, celui des professionnels de la haute technologie. Ils sont réunis cette semaine pour l'Israël Mobile Summit. Téléphone, internet, vidéo, mobile, comment ces marchés évoluent-ils? On voit tout cela tout à l'heure avec une interview. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'essentiel de l'actu éco en bref pour commencer. L'Iran d'abord, l'Iran qui annonce pouvoir revenir très vite à ses capacités maximales de production de pétrole. Concrètement, passer de 2,7 millions de barils par jour à 4 millions en moins de 3 mois. Déclaration hier du ministre iranien du pétrole, Bijan Nazghaneh, en déplacement à Vienne pour la 165e réunion de l'OPEP. Il a souligné que les discussions sur le dossier du nucléaire s'annonçaient difficiles. Téhéran espère un accord définitif le mois prochain avec les grandes puissances. Et à la clé, la levée des sanctions internationales. Alors à noter qu'à cette même occasion, l'OPEP a convenu de maintenir son plafond de production fixé depuis 3 ans à 30 millions de barils par jour. On reste au Moyen-Orient, au Liban. Le bras de fer continue entre le ministère de l'Éducation et les syndicats des enseignants autour de la révision de la grille des salaires. Hier, un compromis a bien été trouvé sur le déroulement des examens scolaires, mais la correction des copies est loin d'être assurée. Les enseignants sont déterminés à maintenir la pression sur les députés pour qu'ils votent la nouvelle échelle des rémunérations. Vous avez mis hors service l'ensemble du pays. Vous l'avez plongé dans l'inconnu. Vous avez confisqué les diplômes, l'éducation et les enseignants. Vous porterez une responsabilité historique envers le peuple libanais. Et notre comité ne lâchera rien avant l'approbation de l'échelle des salaires. Les dossiers économiques mettent à mal déjà la réconciliation palestinienne. Une semaine après la formation d'un gouvernement d'union Fatah-Hamas, les deux factions affichent leur division autour de la question du paiement des fonctionnaires. L'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas est accusée par le Hamas de ne pas avoir versé les salaires de quelques 40 000 fonctionnaires employés à Gaza par le Hamas. Nous exigeons du président Mahmoud Abbas qu'il résolve la question des salaires pour les employés de Gaza. Nous voulons qu'il résolve ce problème car l'économie de Gaza dépend des salaires des fonctionnaires. Certains se mettent à l'heure de la monnaie virtuelle. Tel Aviv abrite depuis aujourd'hui le premier distributeur automatique de Bitcoin, un service ouvert à tous. La machine a été réalisée par la société américaine Robocoin. Elle intègre des fonctions de sécurité avancées, anti-vol, anti-fraude, anti-blanchiment. Le Bitcoin, on le rappelle, permet des transactions directes entre utilisateurs et sans aucun intermédiaire. Et puis l'Europe et les défis du nouveau gouvernement grec. Première réunion hier autour du Premier ministre Samaras et en présence du nouveau patron des finances du pays, Gikas Ardouvelis, 58 ans. Économiste, technocrate, sa mission sera bien de poursuivre dans la voie de la rigueur, mais tout de même en allégeant les impôts pour éviter de plomber la croissance. Athènes veut croire que le plus gros de la crise est derrière elle, malgré un taux de chômage et une dette toujours à des niveaux spectaculaires. C'est un jour nouveau pour la Grèce, une nouvelle étape, la dernière pour mettre fin à la crise. Je voudrais souligner que l'objectif reste le même, achever nos efforts pour sortir de la crise, sortir des plans de sauvetage, promouvoir le changement structurel et accélérer la sortie de crise. Et on en vient à l'Algérie. Après la réélection en avril d'Abdelaziz Bouteflika, l'heure est aux rénovations en matière de modèle économique. Alger, on le sait, s'appuie essentiellement sur la rente des hydrocarbures, 97% de ses exportations, un tiers de son PIB. Alors infrastructure, télécom, tourisme, eau, l'investissement étranger est le bienvenu. La France ne veut pas rater ses opportunités. Face aux ambitions chinoises, Laurent Fabius a pris la mesure de l'enjeu. Johanna Citruc. C'était une visite importante selon les termes du Quai d'Orsay, celle du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en Algérie. Au menu des discussions, la sécurité et surtout l'économie. Paris est le premier partenaire commercial d'Alger.
13% des produits importés en Algérie proviennent de l'Hexagone. La France entend être et demeurer le premier partenaire économique de l'Algérie. Et j'ai senti que ce partenariat du côté algérien, preuve en main, était également souhaité. Mais face à la Chine, les entreprises françaises perdent du terrain. Le gouvernement algérien a accordé à une 50aine d'entreprises chinoises des contrats de BTP pour un montant total de 20 milliards de dollars, mais aussi la réalisation de la grande mosquée d'Alger pour 1,5 milliard de dollars. Mais Paris n'a pas l'intention de se laisser faire. D'ici quelques mois, au début novembre, l'usine Renault, dont on a tellement parlé, va livrer ses premières voitures. Sur le plan des transports, toute une série de réalisations sont là. Sur le plan de la pharmacie, sur le plan de l'agroalimentaire. Et pour ne pas se laisser doubler, les réunions entre les premiers ministres français et algériens, initialement prévues tous les 2 ans, auront désormais lieu chaque année. La prochaine doit se tenir à Paris, au plus tard en janvier 2015. Et on s'intéresse à présent à ces réfugiés syriens, des réfugiés aisés. Ils ont fui la violence, les destructions dans leur pays pour venir trouver refuge aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, pas d'impôts, pas de combat surtout, et l'occasion de monter des affaires, dans la restauration souvent. Malgré tout, à Dubaï, leur quotidien est semé d'embûches, le niveau de vie est élevé et la culture des affaires s'apprend parfois dans la peine. Reportage sur place. Narguilé, meubles incrustés de nacre et théières en cuivre, tout ici rappelle le vieux Damas. Nous sommes pourtant dans le quartier luxueux de la Marina, à Dubaï. Le restaurant syrien Al-Hamidiyeh a ouvert il y a moins d'1 an. Nostalgique de l'atmosphère des vieux souks Damascène, c'est ici que se retrouvent les riches syriens expatriés. J'ai quitté la Syrie pour venir à Dubaï car je savais qu'il est facile de faire des affaires et d'investir. Et puis, il n'y a pas d'impôts ici. C'est pour ça que j'ai choisi Dubaï. Depuis le début du conflit en 2011, seuls les Syriens aisés ont pu quitter leur pays vers les Émirats. Le coût de la vie est élevé et le titre de séjour peut coûter jusqu'à 8 000 $. Les plus riches d'entre eux ont pu se lancer dans les affaires. À quelques kilomètres de là, dans l'émirat de Sharjah, une franchise de Nabil Nafissa, l'une des pâtisseries les plus réputées de Syrie, a même ouvert ses portes. Avec la détérioration de la situation en Syrie et en raison de la formation d'une communauté syrienne ici, nous avons décidé d'ouvrir à Sharjah. Malgré l'afflux de Syriens, les clients se font rares et l'activité tourne au ralenti. Ahmed Edilbi a fondé un réseau social pour mettre en contact les hommes d'affaires syriens aux Émirats. Des hommes d'affaires qui doivent se frotter à la rudesse de leur nouveau milieu. Plus de la moitié des Syriens aisés font maintenant partie de la classe moyenne, car ils ont dépensé leurs économies dans des investissements ratés ou à cause du coût de la vie. Une classe aisée de réfugiés donc, mais sans repère et coupée de son pays d'origine, hantée par le sentiment d'impuissance face à la violence et une crise politique qui s'éternise. C'est l'événement de la semaine à Rishon LeZion, au sud de Tel Aviv. La conférence Israel Mobile Summit réunit des professionnels de l'innovation, une vitrine pour le high-tech avec à la clé un concours de start-up. Daniel Roth s'est rendu sur place. Il a interrogé pour nous Ophir Letner, le fondateur de Mobile Monday Tel Aviv. On écoute cette interview. Aujourd'hui a lieu le sommet mobile Israël. De quoi s'agit-il? À quoi peut-on s'attendre? Aujourd'hui commence le 4e sommet annuel qui se tient ici en Israël. Je pense que c'est l'un des événements les plus influents dans ce domaine et cette année est à l'honneur la monétisation des applications. L'un des défis majeurs pour les développeurs d'applications est de savoir aujourd'hui comment monétiser leurs applications. Nous avons donc un grand nombre d'entreprises spécialisées dans ce domaine et bien sûr l'un d'eux est Facebook. La firme américaine est donc présente pour ce sommet ainsi que de nombreuses autres entreprises, de réseaux de publicité ainsi que toutes sortes d'entreprises de monétisation. Je pense qu'Israël a un modèle d'application unique qui repose sur 2 piliers. Tout d'abord, les entreprises développent essentiellement des applications pour les consommateurs. Nous savons tous que des entreprises comme Waze et Viber, qui ont été effectivement vendues pour $1 milliard, se tiennent au premier rang des plus grandes sorties mobiles dans le monde, juste après WhatsApp, qui, elle, a été vendue pour $16 milliards. C'est le premier pilier.
Le deuxième repose sur la monétisation d'applications. Je pense qu'Israël est devenu un grand spécialiste sur comment générer de l'argent dans le domaine des applications et ce sont des entreprises qui aident réellement les développeurs à accroître leur performance et il y a beaucoup d'entreprises ici qui sont expertes en termes de réseaux publicitaires ou de monétisation. Le mélange de ces deux piliers crée de fait un écosystème unique qui s'alimente de lui-même. Nous voyons beaucoup de startups à un grand nombre de ventes, mais nous ne voyons pas beaucoup d'entreprises qui visent à être le prochain Nokia en Israël, transformer une startup en entreprise pérenne. Peut-on s'attendre à quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans le futur? Beaucoup d'entreprises conservent leur indépendance plus longtemps qu'elles ne le devraient. Waze et Viber avaient des offres d'acquisition bien avant leur vente, pour des sommes qui étaient également assez élevées. Donc on peut dire qu'ils ont tenté de maintenir leur indépendance. Mais à un certain moment, une société doit penser, puis-je me développer mieux en restant indépendant ou ne devrais-je pas m'associer à une grande multinationale? L'avenir du mobile serait, selon ce que l'on peut entendre ici ou là, l'avenir de l'économie numérique. Quelles sont vos perspectives? Quel est l'avenir de la téléphonie mobile? Je pense aujourd'hui que le mobile englobe tout le numérique. La plupart des startups que nous voyons ici en Israël sont essentiellement des startups mobiles. Et même si elles ne sont pas uniquement mobiles, elles sont généralement issues du mobile. Ce qui signifie qu'elles déploient d'abord leur technologie sur les appareils itinérants. Je pense que le mobile a en fait créé une nouvelle façon de faire. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus proches de leurs appareils mobiles qu'ils ne le sont de leur poste de travail. Donc l'avenir de la téléphonie mobile, en un sens, est déjà là. Ce que nous analysons comme des tendances sont bien sûr issus des possibilités technologiques en elles-mêmes. En d'autres mots, oui, votre téléphone sait où vous êtes et par conséquent, il peut recommander des choses à faire dans votre environnement proche. Maintenant, ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un des points clés de la technologie mobile. Déjà, le téléphone connaît votre position. À ceci va s'ajouter les Google Glass. Et nous aurons également une montre, ce qui apporte en fait un ensemble de nouvelles fonctionnalités ainsi que des problèmes en termes de vie privée. Mais là encore, je pense que c'est l'une des choses que nous verrons dans l'avenir. Les gens qui vont utiliser ces technologies portables vont le faire pour accroître leurs possibilités physiques, pour se prolonger en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée et on passe au Media Watch. La revue de presse est du nouveau à l'Elysée et surtout une nouvelle venue dans l'entourage de François Hollande. Elle remplace Emmanuel Macron au poste de conseiller économique et financier de la présidence. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors qui est cette nouvelle femme d'influence? Alors en fait Laurence Boone, c'est la chef économiste de Bank of America pour ce qui est de la section Europe. Et avant ça, elle était passée par l'OCDE et aussi par la banque Barclays. Et en ce qui concerne sa position économique et politique, on sait déjà que c'est une partisane des réformes structurelles. Pour elle, les politiques monétaires et budgétaires ne sont pas suffisantes. Il faut s'attaquer à la structure, à la base de l'économie. On sait également qu'elle est favorable à la taxe de 75% sur les hauts revenus. Et en ce qui concerne le chômage des jeunes, elle préconise moins de transferts sociaux et plus de formation. Alors Laurence Boone doit prendre ses fonctions le 15 juillet prochain, mais ce n'est pas sûr que ses collègues lui réservent un accueil des plus chaleureux, puisque à plusieurs reprises, elle a été assez dure avec le gouvernement actuel. Par exemple, le 26 mai dernier, elle a écrit dans le quotidien L'Opinion une tribune dont le titre était « Arrêter le massacre ». Donc ça vous donne une idée de la tendresse de ses propos. Ça risque de déménager un petit peu à l'Elysée. Alors retour à présent sur la crise de 2008. Ses conséquences auraient au final été moins désastreuses que prévu. Oui, les conséquences donc de la crise de 2008 ont été moins violentes que celles des autres crises. Par exemple, après la crise financière de 1929, il y a eu après une longue dépression. Les pays ont mis beaucoup de temps à se relever, alors qu'aujourd'hui, au contraire, même si ça a été très difficile pour certains pays, la situation s'est quand même nettement améliorée. L'économie américaine a même retrouvé récemment son niveau d'emploi d'avant la crise. Et selon Dan Dresner, qui est un professeur américain de relations internationales, si la crise a été surmontée, c'est grâce à la mondialisation, parce qu'en fait, les pays sont trop dépendants les uns des autres et ils ont dû se soutenir. Alors pour illustrer ses propos, il donne l'exemple d'Apple. Apple qui est une marque américaine qui fabrique des iPhones en Chine, et la Chine qui doit importer
importer 96% des composants d'autres pays pour pouvoir les fabriquer. Donc résultat, si un pays tombe, les autres aussi. Ouais, un joli appel en même temps à la solidarité internationale. Et puis on parle, Johanna, d'absentéisme. Alors ça peut coûter cher, hein, on le sait, pour les entreprises, mais un scoop, le présentéisme peut aussi s'avérer onéreux. Oui, Pourquoi ? Un salarié absent, en fait, ça coûte cher aux entreprises, donc on le sait, mais moins cher qu'un salarié qui est présent mais qui n'est pas au top de sa forme. Avec la crise et le chômage élevé, les salariés qui sont malades ou tout simplement fatigués ont peur de manquer un jour de travail, à moins d'être vraiment cloués au lit. Le problème, c'est qu'ils sont moins productifs, qu'ils travaillent moins et surtout moins bien, et puis surtout qu'ils mettent plus de temps à récupérer. Et ce présentéisme coûterait aux entreprises entre 13 et 25 milliards d'euros chaque année. Voilà, un message, prenez soin de vous. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et le Brésil sera en tête d'affiche. Devinez pourquoi. En attendant, l'info revient tout de suite. Restez avec nous.